Hello la famille, comment allez-vous? Chose promise, chose due, je vous reviens avec cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la grossesse dans le paradigme africain. Alors, il faut savoir que nos aïeuls savaient déjà fabriquer des tests de grossesse. Donc il était possible de savoir si une femme était enceinte ou pas, bien avant les premières manifestations même de la grossesse. Donc on sait tous que le premier élément qui nous indique qu'une femme est enceinte, c'est l'absence des règles. Mais nos aïeuls savaient que ce n'était pas tout, que l'absence de règles pouvait signifier autre chose qu'une grossesse. Ça pouvait être un dérèglement hormonal, une maladie, etc. Donc il fallait vraiment être sûr qu'une femme était enceinte avant de l'affirmer. Et pour ça, elles avaient différentes méthodes dont je vais vous parler maintenant. Donc nos grands-mères, durant l'époque de l'Afrique ancestrale, et certaines encore aujourd'hui, utilisent certaines plantes pour détecter une grossesse. Et elles savaient qu'en mélangeant l'urine à certaines céréales, il était possible de savoir si une femme était enceinte ou pas. Donc souvent c'était l'urine matinale qu'elles utilisaient en trempant des céréales dedans et alors elles laissaient reposer et observaient de jour en jour la germination. En quelques jours, elles étaient en mesure de savoir si la femme était enceinte ou pas. Donc d'après la manière dont les céréales avaient germiné. Alors voyez comment nos grands-mères étaient futées. Elles étaient même en mesure de connaître le sexe du bébé. Aujourd'hui, on a besoin de faire une échographie pour savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et encore, il faut attendre quelques semaines de grossesse pour pouvoir le voir. Mais nos grands-mères savaient déjà détecter le sexe du bébé bien avant le premier mois de grossesse même. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles utilisaient toujours l'urine matinale pour ça, qu'elles mélangeaient toujours à certaines plantes et elles attendaient et elles observaient la germination. Et en quelques jours, elles pouvaient savoir. Qu'est-ce qu'elles faisaient exactement? Alors, on sait que selon différentes régions d'Afrique, on utilisait différentes plantes. Mais on sait que pour détecter le sexe du bébé, on devait utiliser deux plantes différentes qu'on trempait toujours dans l'urine et on attendait. Quand la plante qui permettait de savoir s'il s'agissait d'une fille poussée, ben voilà, on avait la réponse. Quand c'était la plante qui permettait de savoir si c'était un garçon, ben voilà, on avait la réponse. Aussi simple que ça. Alors il faut savoir qu'en général, une grossesse était toujours accueillie avec joie. Mais une grossesse était également accueillie avec beaucoup de crainte parce que la grossesse faisait entrer la femme dans une dimension sacrée, une dimension très spéciale. Quand une femme africaine était enceinte, elle était directement en contact avec le monde invisible et de manière exceptionnelle, extraordinaire. Une fois que cette âme nouvelle pénétrait en elle, les esprits étaient là. Les esprits des ancêtres, les esprits bienveillants, mais aussi les esprits malveillants. Parce que les esprits malveillants tentaient toujours de s'approprier cette richesse qui était l'âme du bébé. Donc il fallait absolument protéger l'âme du bébé. Mais il faut savoir aussi qu'une femme enceinte était choyée par les ancêtres défunts qui étaient toujours autour d'elle pour la protéger. Étant donné que la grossesse était une période aussi spéciale, aussi privilégiée, la femme devait faire très attention à son comportement, à ses fréquentations, à ce qu'elle mange, aux endroits où elle va, aux heures auxquelles elle sort, etc. Donc, il faut savoir une chose également, c'est qu'on pensait que la grossesse était quelque chose de très fragile et que la grossesse pouvait partir d'un moment à l'autre. Au départ, la grossesse n'est qu'une masse informe de sang. Et cette masse informe de sang peut se décomposer à n'importe quel moment. Et c'était la plus grande crainte de nos aïeuls. Donc, on pensait que cette masse informe devenait un fœtus après quelques semaines. Donc, nos aïeuls savaient déjà ça. Mais avant que cette masse informe ne devienne un fœtus, il fallait faire extrêmement attention. Donc, avant les 3 mois, on faisait vraiment de sorte que personne ne sache qu'on était enceinte. Bien évidemment, il y avait toujours les vieilles mères du clan, les vieilles mères qui étaient toujours, très observatrices et à même de savoir si une femme qui venait de se marier était enfin enceinte ou pas. Comment voyaient-elles cela? À travers les yeux. Parce qu'apparemment, les yeux d'une femme enceinte changent et elles étaient vraiment très
perspicace pour cerner une grossesse à travers les yeux d'une femme. Apparemment, les yeux d'une femme deviennent beaucoup plus brillants. Apparemment, il y a une espèce de rougeur autour de la pupille. Bref, il fallait être une experte vraiment pour le savoir. Ensuite, elle regardait également le teint de la femme pour voir si elle était enceinte ou pas. Donc, on pouvait observer une certaine pâleur, on pouvait observer une certaine brillance apparemment au niveau des pommettes, au niveau du nez. Alors, nos aïeuls pouvaient également savoir si une femme était enceinte par rapport à sa manière de respirer. Apparemment, la respiration devient beaucoup plus rapide et elles arrivaient aussi à cerner une grossesse à travers les battements du cœur. Elles pouvaient écouter le battement du cœur même juste en regardant ici au niveau du cou. Elles pouvaient savoir de quelle manière le cœur battait et si c'était un battement de cœur qui signalait une grossesse ou pas. Vraiment, je vous dis, plus futé qu'elle. Il n'y avait pas plus futé que nos aïeuls en tout cas. Très, très, très fort. Mais il faut savoir que même après les 3 mois où on était sûr que la grossesse avait bien démarré, on évitait quand même de dire qu'on était enceinte. On évitait. Et surtout, les vieilles mères du clan s'asseyaient autour de la femme enceinte pour lui donner toutes les prescriptions. Tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour poursuivre une grossesse dans les meilleures conditions. Alors, il y a beaucoup, mais énormément d'interdits, tant au niveau de la nourriture qu'au niveau du comportement. Alors, je vais vous en citer quelques interdits des femmes durant la grossesse. Premièrement, elles ne pouvaient pas sortir le soir. Dès que la nuit tombait, elles ne devaient plus sortir. Alors, les heures les plus dangereuses étaient celles du crépuscule ou de l'aube. Parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, les activités des esprits impurs étaient très, très, très fortes. Donc, il fallait absolument protéger le bébé. Deuxième sorte d'interdiction, c'était au niveau de la nourriture. Parce qu'on pensait que la nourriture avait une énorme influence sur l'évolution, la formation du fœtus. Bien évidemment, tout ce qui était nourriture malsaine était à éviter. Mais il y avait de la nourriture aussi qui entrait dans une sorte de superstition. Donc il y avait tout un tas de nourriture qu'on ne pouvait pas manger en étant enceinte, surtout beaucoup de viande, parce que les viandes faisaient référence à des animaux bien précis et il fallait éviter que les bébés aient les caractéristiques de ces animaux-là. Par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, on interdit aux femmes de manger du lièvre parce qu'on pense que le lièvre donne un bec de lièvre au bébé. Au Sénégal, par exemple, on va demander aux femmes de ne plus consommer de phacochère. Parce que consommer du phacochère, c'est l'assurance de faire naître un bébé avec des problèmes respiratoires. Donc on aura un bébé qui va beaucoup ronfler, un bébé qui va beaucoup renifler, etc. Alors dans plusieurs régions d'Afrique, on interdit également aux femmes de manger du singe. Pourquoi? Parce qu'on dit que le singe a une très très mauvaise démarche. Donc manger du singe en étant enceinte, c'est l'assurance de voir son bébé marcher déjà très tard et aussi avoir une très mauvaise démarche, donc vaut mieux éviter. Donc finalement, on pensait que des éléments externes pouvaient jouer sur l'apparence du bébé. Par exemple, on disait aux femmes d'éviter de regarder des choses laides, d'éviter de regarder des personnes qui ont des handicaps, d'éviter de voir des choses pas bien, que ce soit des disputes, des bagarres. Donc toutes les choses laides étaient à éviter. On lui demandait également de faire gaffe à son comportement, de ne pas avoir de ressentiment, de rancune envers quelqu'un, de ne pas se disputer avec quelqu'un, etc. Parce que tout cela, on savait, pouvait jouer sur le mental du bébé, mais aussi sur le physique du bébé. Alors moi, je sais par exemple que ma grand-mère disait que quand on est enceinte et qu'on croise une personne handicapée, qu'on croise une personne quand on a en tout cas l'impression que cette personne ne nous veut pas du bien, eh bien, il fallait cracher dans sa poitrine. Donc, je vous montre. Donc, en crachant un peu dans sa poitrine, on évitait à ce que le bébé puisse être touché par ce qu'on venait de voir, par ces choses laides qu'on venait de voir ou par les intentions de la personne malveillante qu'on venait de voir. Il y avait aussi beaucoup d'astuces pour lutter contre les nausées de la grossesse. Donc, il y avait des plantes qu'on prenait à jeun très tôt le matin. Il y a le gingembre, donc ça, c'est vraiment le remède par excellence. Il y avait le kaolin.
Franchement, le kaolin, c'est quand même dangereux parce que bon, des recherches ont prouvé que ce n'était pas très bon pour la santé des femmes, donc je vous déconseille vivement. Mais beaucoup de femmes utilisaient le kaolin pour éviter les nausées. Alors, il y avait aussi beaucoup d'interdits concernant la mort. Une femme enceinte devait absolument éviter la mort sous toutes ses formes. Elle ne devait pas assister à des funérailles. Elle ne devait pas aller voir quelqu'un qui avait perdu un membre de sa famille, ou bien même un ami, en tout cas quelqu'un qui était en période de deuil, ne devait pas faire partie de l'entourage d'une femme enceinte. Une femme enceinte ne pouvait pas évoquer la mort, elle ne pouvait même pas parler de mort. Donc quand il y avait quelqu'un qui décédait dans le clan, elle ne devait pas en parler et personne ne devait venir lui dire que quelqu'un était mort. Donc la mort était à bannir. Et il y a un élément très important à prendre en compte au sujet de la grossesse dans le paradigme africain, c'est le fait d'anticiper la naissance de l'enfant. Je m'explique. Avant même que l'enfant ne naisse, on a tendance à faire la layette, on a tendance à préparer la chambre de l'enfant, à déjà monter le lit de l'enfant, à mettre les draps, etc. Ça, c'est quelque chose qui était à bannir dans nos traditions africaines parce qu'on faisait comme si l'enfant était là alors qu'il n'était pas là. C'est comme si on provoquait le divin, on provoquait le destin en lui disant « cette chose que tu as mis dans mon ventre a intérêt à être là. D'ailleurs, j'ai déjà préparé. » Donc, ce n'était pas à faire. On ne pouvait pas faire ça. Comme aujourd'hui, par exemple, on a l'habitude de faire des baby showers, on invite nos amis, etc. Oui, c'est un garçon, c'est une fille. Ouh là 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 là. Dans nos traditions africaines, ce n'était pas des choses à faire. Il était hors de question d'anticiper par des actions bien précises la présence d'un enfant qui était encore dans le ventre de sa mère. On ne pouvait même pas citer son prénom. Même quand on avait déjà choisi le prénom, non. On ne pouvait pas l'appeler par son nom. Dire voilà, j'ai préparé le lit de Jason, j'ai préparé le lit... non. Jason n'est pas là. Pourquoi parler de Jason? Il n'est pas là. Donc en fait, même le prénom de l'enfant devait rester secret tant que l'enfant n'était pas encore là. Et voilà toutes ces choses, toutes ces interdits qui faisaient partie de nos traditions africaines mais qu'on a perdu aujourd'hui. Il y avait également des craintes autour de la manière dont l'accouchement pouvait se passer, mais aussi des préparations, on se préparait à l'accouchement. Donc les dernières semaines, il y avait des nourritures bien précises qu'on donnait aux femmes. Par exemple, le gombo, on pensait que le gombo facilitait vraiment l'accouchement. Donc les femmes prenaient beaucoup de sauce à base de gombo. Ce qu'on faisait également, c'était encourager les rapports sexuels parce que, pour deux raisons. En tout cas, premièrement, on pensait que le liquide séminal était excellent, apportait beaucoup de nutriments au bébé, donc permettait une bonne évolution, une bonne formation du fœtus. Et deuxièmement, on pensait que l'activité physique sexuelle, en tout cas avant l'accouchement, permettait de faciliter en tout cas l'accouchement. Mais attention, dans certaines régions d'Afrique, on déconseillait les rapports sexuels dès que la femme ressentait le bébé bouger dans son ventre. Pourquoi? Pour des raisons de pudeur. On n'a pas de rapport sexuel devant son enfant, tout simplement. Donc, on évitait dès que le bébé bougeait, plus de rapport sexuel, ou tout simplement pour préserver simplement la grossesse, parce que voilà, on évitait les gestes brusques, etc. Donc, voilà. En tout cas, c'était pas partout que les rapports sexuels étaient conseillés jusqu'à la fin de la grossesse. Donc vers la fin de la grossesse, on voyait apparaître d'autres interdits, d'autres conseils. Par exemple, on déconseillait à la femme de trop s'asseoir. Déjà de 1, rester debout permettait à l'enfant de descendre, comme on dit. Ou alors si elle était vraiment fatiguée, on préférait même qu'elle reste en position allongée plutôt qu'assise. Parce qu'on se disait, à un certain stade de la grossesse, rester assis pouvait comprimer l'enfant dans le ventre. Donc c'était à éviter. On déconseillait également à une femme qui a atteint la dernière phase de sa grossesse d'enjamber quelqu'un. Donc quand une personne était couchée par exemple, on ne pouvait pas enjamber cette personne parce que le fait d'enjamber la personne pouvait provoquer un accouchement par le siège. On pensait également que le fait de faire des nœuds, le fait de faire des torsades était directement lié au fait que le bébé soit entouré du cordon ombilical à la naissance. Donc tous les gestes de torsade, les gestes de nœuds, etc. étaient à éviter, comme par exemple coiffer. Une femme enceinte ne pouvait pas coiffer. Et surtout pas une autre femme enceinte, c'était encore pire.
Donc voilà, tous ces interdits autour de la grossesse dans le but de protéger la grossesse, de mener la grossesse à bon terme. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je considère tous ces interdits liés à la grossesse, je comprends que dans le paradigme africain, le monde invisible est véritablement relié au monde physique. Toutes les actions que nous menons dans le monde physique, répercussions dans le monde invisible. Et non seulement dans le monde invisible, mais également à l'intérieur de nous. Donc, tout ce que nous faisons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous nous comportons, ce que nous mangeons, la manière dont nous dormons, les personnes que nous fréquentons, ont beaucoup d'impact sur notre personne intérieure, sur nos organes internes, sur notre fonctionnement interne. Je vous remercie d'avoir suivi attentivement cette vidéo. Alors, la prochaine vidéo du genre va concerner l'accouchement. L'accouchement dans nos traditions africaines. Car comme je dis, ta tradition d'hier, c'est ta force d'aujourd'hui. À très bientôt et comme toujours, vos réactions, vos avis, vos suggestions, vos partages de documentation, d'anecdotes, voilà, de transmission de génération en génération, de ce que vos grands-mères vous ont dit, de ce que vos mamans vous ont dit, etc. Tout ça, ça m'intéresse. Donc, partagez ça avec moi. Ce sera un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous.